Bonjour tout le monde, donc je suis Florent Baudouin, le CEO de My Private Coach, la première plateforme de conseil en ligne. Donc, bienvenue sur notre conférence sur la reconversion professionnelle post-Covid-19 en France et à l'étranger, avec Marie Roussel, coach en carrière, et Vanina Joulin, coach en expatriation. Donc le but de cette conférence, c'est vraiment de fournir des informations et des conseils pour tous ceux qui recherchent un emploi, qui souhaitent se reconvertir ou bien se réinventer donc à l'étranger. Donc je vous propose que l'on fasse un tour de table avec Marie, qui pourrait donc présenter son parcours professionnel, les raisons qui ont poussé à vous installer donc aux États-Unis, votre définition du coaching et le but du coaching, et aussi, donc, pour finir, l'impact du Covid-19 sur votre activité. Bonjour à tous, je m'appelle Marie Roussel. Merci beaucoup Florent pour l'invitation à cette conférence avec My Private Coach App dont je coach aussi sur l'application. Je vis aux États-Unis depuis 4 ans. Je suis née en France et pour vous raconter très rapidement mon parcours, j'ai un parcours plutôt classique avant de découvrir le rêve américain, si on peut toujours l'appeler comme ça, en tout cas la vie à l'américaine et tous les challenges et les opportunités d'une vie à l'américaine. Donc, j'ai fait des études de droit à Paris, puis une école de commerce, donc j'ai un profil relativement classique. J'ai commencé ma carrière dans la pub digitale. En tant que commercial, puis responsable de com digital dans des gros groupes français. Et c'est vrai que mon expérience en France suivait une route toute tracée. Et j'étais dans une très belle boîte qui s'appelle Orange et exactement au poste que je voulais, tout allait bien. J'avais une petite famille, tout était parfait, mais en fait, je pense que je m'ennuyais très très profondément. J'avais eu la chance lors de mes études de vivre au Japon, à Tokyo, pendant quelques mois et d'y travailler. Puis ensuite, j'étais allée à Washington en 2008 pendant les élections d'Obama. Donc j'avais eu cette expérience de l'expatriation quasiment 10 ans avant de venir vivre aux États-Unis et je m'étais sentie libre. C'était assez spécial comme sentiment, mais je me baladais dans les rues de Tokyo toute seule et j'avais adoré. Je me sentais complètement libre et je pense que voilà, c'est peut-être culturel, c'est peut-être l'éducation, c'est peut-être la famille, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sentiment de liberté, je l'ai seulement vécu quand j'étais à l'étranger. J'ai toujours voulu repartir, peu importe où, mais j'ai toujours voulu repartir. Donc, j'ai rencontré mon compagnon, mon mari, et on s'est dit, on parte quelque part. Et c'est lui qui a eu l'opportunité en premier de partir à New York. Et c'était son rêve de petit garçon de vivre à New York. Donc, je lui ai dit, oui, pourquoi pas, New York, c'est sympa. C'est pas la ville la plus simple en termes d'expatriation. C'était plutôt une bonne ville pour mon secteur qui était la pub digitale. Donc, on est parti aux États-Unis en 2016, juste après l'élection de Trump. Donc, il y avait un petit choc par rapport à 2008 quand j'avais quitté. C'était pas vraiment le même état d'esprit, mais en tout cas, c'était quand même voilà, le début de notre rêve américain avec toutes les ce dont Vanina va parler plus tard, mais voilà, c'est pas si simple les États-Unis. Et aussi, un des éléments, je pense, déclencheurs qui a fait que je suis partie m'installer aux États-Unis, c'est qu'aussi, en fait, j'ai quitté la France donc en 2016, juste après, un an après les attentats du 13 novembre. Et c'est le jour où j'ai accouché de ma première fille. Donc, il y avait une ambiance extrêmement lourde en France à ce moment-là. On se sentait absolument pas en sécurité. Et c'est vrai que les premiers pas que j'ai fait aux États-Unis, je me sentais bien, je me sentais en sécurité, à New York en tout cas. Donc c'est un mélange de plein de choses, c'est professionnel, c'est personnel, mais en tout cas c'est clairement un choix que je regrette absolument pas et je suis toujours très heureuse de vivre aux États-Unis. On a un process de green card, on s'accroche. Parce que vraiment, il faut s'accrocher pour rester ici. C'est beaucoup plus simple de rentrer en France et de retrouver son job. Je suis devenue entrepreneur entre-temps. J'ai arrêté la pub, enfin, pas arrêté, je continue plus ou moins, mais je me suis lancée dans le coaching. J'ai vraiment repoussé des limites que je ne connaissais pas pour plein de raisons. Donc, j'évoquerai pas forcément ici, mais très perso. Je pense qu'il faut qu'on arrive à, comme on va en parler plus tard, parfois il faut descendre très bas
pour remonter. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et je regrette absolument pas ce qui s'est passé. Mais j'aimerais bien que les personnes n'aient pas besoin d'aller aussi bas pour arriver à faire ce qui leur plaît. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est le coaching finalement? Quel est le but du coaching? Le coaching, je l'ai découvert en arrivant aux États-Unis. En fait, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est un processus. On m'a toujours dit c'est un process, tu verras, etc. Donc c'est un grand mot, mais voilà, c'est un processus qui commence par une rencontre entre deux personnes, un coach et un coaché, un coach et un client. C'est un accompagnement individuel, personnalisé, qui amène en fait le coaché, le client à mieux se connaître et à s'accepter tel qu'il est. C'est une rencontre, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment une relation de confiance qui va se créer entre deux personnes, deux êtres humains, et que cette confiance, c'est ça qui va permettre au coaching d'avoir des résultats spectaculaires. Car en fait, le client, la personne qui se fait coacher, va se sentir écoutée, comprise. Elle va partager souvent Je pense que la plupart de mes clients me disent des choses et je suis la seule à le savoir. C'est souvent des peurs qui sont très profondes. Et mon travail, en fait, de coach, c'est de les aider à déjà comprendre, à reconnaître ces peurs-là. C'est la première étape. Et ensuite, une fois qu'on les a reconnues, on les a comprises, c'est aussi les accepter et aller de l'avant parce qu'en fait, on ne peut pas les changer. On ne peut pas se changer. Il faut avant tout s'accepter. Et c'est en acceptant ses peurs, c'est en les connaissant qu'on va pouvoir aussi réaliser ce qu'on aime vraiment. Et le coaching va aider aussi à réaliser ses plus grandes envies, à se dépasser, à devenir la meilleure version de soi-même. C'est pas que des mots, c'est quand même une réalité. Moi, ça m'est arrivé quand je me suis fait coacher. C'était voilà, quelques séances, mais c'est vrai que j'ai eu des moments, des aha moments, comme on dit, des moments un peu déclic où je me suis dit, en fait, c'est ça qui me plaît. Donc, je vais peut-être pas y arriver là tout de suite, mais c'est là où je veux aller dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et ça m'a donné la force de passer par des épreuves, des étapes peut-être moins pas très fun. Mais j'avais cette espèce de vision que le coaching m'a aidé à avoir. Et ensuite, le but clairement du coaching, que ce soit le coaching carrière, vie, leadership, c'est vraiment d'amener le client à se regarder en face, à s'accepter tel qu'il est. Et on est tous uniques et on est tous parfaits. D'accord. Ben, merci beaucoup, Marie. Alors, je vais maintenant donner la parole à Vanina. Est-ce que Vanina, tu peux remettre ton micro? Voilà, très Ouais, c'est bon. super. Vous m'entendez? Là, pareil, donc vous êtes aussi expatrié donc aux États-Unis, à San Diego. Donc j'aimerais beaucoup connaître un petit peu votre parcours professionnel, personnel. Qu'est-ce qui vous a amené donc à faire du coaching sur l'expatriation et quelle est pour vous votre définition et le but du coaching? Merci beaucoup. Bonjour. Alors, moi, c'est Vanina Joulin Batéja. Donc, je suis née également en France. Après un parcours Sciences Po, études de droit, SAS, etc., j'ai travaillé en cabinet d'avocat. Donc là, j'ai aidé les sociétés en droit des affaires. Donc, je les accompagnais dans le droit des affaires. Et ensuite, j'ai travaillé en entreprise toute ma vie. Donc, ma vie, c'était d'aider les entreprises à l'intérieur. Ensuite, je suis partie aussi en 2000 aux États-Unis. J'ai été embauchée en sales contractor et j'ai découvert que j'adorais les États-Unis. J'ai toujours aimé les États-Unis, mais là, ça a été la découverte. Donc, mon employeur a eu mon visa après une année à se battre pour obtenir un visa H-1B parce que c'est compliqué à obtenir. Il y a eu la crise de 2000, il a tout perdu au stock market et je suis revenue en France. De là, j'ai dit, je ne m'arrêterai pas. Donc, je suis partie au Canada et après, je suis retournée en France, encore une fois. Et au Canada, j'ai rencontré mon mari et l'un habitait à Paris et l'autre habitait dans le sud de la France. Je me suis dit, pourquoi pas aller habiter aux États-Unis.
Donc, on a commencé un visa investisseur et l'année où on faisait le visa investisseur, on a gagné la carte verte. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bravo. J'ai 3 de mes clients qui ont gagné la carte verte. Donc, il faut y jouer, il faut y croire. Voilà. Donc, on s'est dit, it's meant to be. On avait 6 mois pour partir. Donc, on est parti. Donc, mon mari avait déjà une sales compagnie en Caroline du Nord. Donc, on a atterri en Caroline du Nord, ce qui est un choc culturel parce que on dit les États-Unis, mais chaque État est bien spécifique. Il faut bien comprendre que New York, la Caroline du Nord, la Floride, la Californie, le Colorado, tout ça, c'est complètement différent. Il ne faut surtout pas dire les États-Unis en globalité, surtout en matière de culture. Et donc, voilà. Donc, on a monté une première société et personnellement, je me suis montée en tant que société pour développer pour assister les entrepreneurs et les TPE, PME à s'implanter aux États-Unis. Très vite, je me suis aperçue qu'ils avaient besoin de coaching. Une entreprise en France, une grosse compagnie m'a demandé si j'acceptais de faire du coaching pour leurs entrepreneurs qu'ils envoyaient aux États-Unis, leurs managers, ou alors leurs managers américains qu'ils envoyaient en France. Donc, j'ai dit oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, puisqu'en fait, quand vous aidez les entreprises à venir ici, les entrepreneurs en particulier, ils ont besoin de ce coaching, ils ont besoin de connaître leur environnement, ils ont besoin de connaître les clés qu'ils ont en eux pour pouvoir mieux travailler ici. Donc j'ai commencé à développer ça depuis 2008 et ça fait 10 ans que je travaille aux États-Unis et que j'aide les entreprises à s'installer aux États-Unis. Ça plus que 10 ans d'ailleurs. Je pense que c'est effectivement des services qui sont essentiels pour tous les expatriés et les entrepreneurs qui désirent s'installer aux USA, mais aussi à l'étranger. Alors, petite question pour ceux qui sont coachs en expatriation. Est-ce que vous assistez aussi toute la famille à s'installer pour ceux qui ont des enfants, pour trouver donc les écoles, pour trouver potentiellement un emploi pour l'époux ou l'épouse qui a besoin de travailler, pour leur trouver leur logement, les voitures, toute l'administration pour la sécurité sociale, le permis de conduire, les assurances. Vous les aidez aussi? Alors là, c'est une excellente question. Oui, ça fait partie de mon travail également, indépendamment de les aider. Donc, les aider complètement sur le côté interculturel à s'implanter aux États-Unis, les managers, quand ils sont envoyés en tant que managers, ou aider l'entrepreneur qui arrive ici, donc oui, et aider la famille. D'ailleurs, j'aidais aussi la famille quand c'était des épouses de managers. On me demandait de coacher les épouses pour les aider à trouver ce qu'elles allaient faire en arrivant ici, parce qu'elles suivent leur conjoint, et bien souvent, c'est un choc, et elles se disent qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il faut le temps qu'elles obtiennent leur permis de travail. Bon, il y en a qui suivent leur mari, qui vont faire le business ensemble. Il y en a beaucoup aussi qui arrivent et qui se disent qu'est-ce que je vais faire? Il faut savoir que quand elles arrivent, notamment en visa E2, elles peuvent avoir un permis de travail qui peuvent les conduire à la carte verte. Donc, il faut qu'elles se reconstruisent et qu'elles trouvent leur travail. En même temps, il faut installer la famille. C'est capital parce que si la famille n'est pas correctement installée, ça risque de faire que tout le projet ne réussisse pas. Donc oui, on les aide à s'implanter, on fait des services de relocation, on va les aider à trouver que ce soit leur fonds de commerce, tous les aider pour leur fonds de commerce que pour leur relocation personnelle, en effet. D'accord. Merci beaucoup, Vanina. Alors, je vais commencer par quelques questions pour Marie, donc, qui est coach en reconversion donc, professionnelle. Pour moi, ce que je vois le plus auprès de mon entourage, auprès de ma communauté, je vois 3 types de demandes finalement actuellement. La personne qui n'a plus de travail et qui recherche donc un nouvel emploi, celui qui en a un petit peu marre de son job et qui veut totalement changer d'industrie, et celui qui désire une promotion et booster sa carrière. Donc ma première question, c'est quels sont les challenges principaux des demandeurs d'emploi d'une manière générale, et quels sont vos conseils pour améliorer leur entretien et donc le taux de réussite. Merci Florent pour cette question. En effet, dans ma pratique de coach, donc je suis coach carrière, donc je suis basée aux États-Unis. J'accompagne donc les personnes qui arrivent aux États-Unis, mais j'accompagne aussi des Français, parce que la vie fait que
c'est des rencontres. Et c'est vrai que dans cette partie-là de coaching carrière pour les demandeurs d'emploi, donc déjà, dans le concret, j'ai créé un groupe à New York. Donc je coach des gens donc des partenaires en général, des accompagnants. Je les aide j'ai un programme de coaching pour eux. Donc en fait, ça part en tout cas, ceux qui vivent aux États-Unis, ça part souvent de refaire un peu le point sur toutes leurs compétences. J'ai fait énormément de webinaires ces dernières semaines là-dessus. Donc, on repart des compétences, on repart donc on appelle ça des hard, soft et transferable skills. Mais c'est vraiment les compétences techniques, les compétences qui on est vraiment. Et puis, il y a aussi toutes les compétences qu'on peut transférer d'un emploi à l'autre. Donc, c'est la base. En fait, si on ne se connaît pas, on ne peut pas avoir un job qui me correspond. Donc j'insiste énormément là-dessus avec tous mes clients, que ce soit les gens à l'étranger ou les gens en France, de reprendre en fait une liste de compétences et puis de cocher si c'est de 1 à 10, est-ce qu'ils sont plutôt 1, est-ce qu'ils sont plutôt 10, et puis expliquer pourquoi. Parce que déjà, c'est beaucoup, en fait, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'introspection. J'ai des outils qui vont du bilan de compétences, où on repart de ces outils-là. J'ai des outils qui vont jusqu'au un plan de carrière aussi, parce que l'idée, c'est de pouvoir aussi se projeter un petit peu dans l'avenir. Mais en fait, la base, c'est vraiment de repartir des expériences que les personnes ont faites pour pouvoir avoir un mapping de leurs compétences, de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils ont moins aimé, de ce qu'ils ont envie de continuer à faire et de ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et donc, une fois qu'on a ça, se dessinent pas mal de tendances, se dessinent souvent des industries ou des types de jobs. On a aussi des tests type MBTI, enfin, voilà, des tests de plus ou moins de personnalité qui permettent quand même de savoir, de donner une direction. Et c'est vrai que là, il y a quand même un gros contexte qui est celui de la crise. Et c'est vrai que jusqu'à peu, je faisais mon coaching assez individuel et j'ai commencé vraiment à faire des webinaires, des conférences depuis quelques temps parce que là, on est vraiment dans un moment extrêmement crucial et où déjà le monde du travail n'était pas forcément évident. Mais alors là, avec tous les millions de personnes qui sont au chômage, je parle aux États-Unis, mais la France aussi est concernée, et tous les secteurs d'activité qui se sont effondrés et qui ne vont pas repartir. Clairement, on a qui vont repartir, mais d'autres qui ne vont pas repartir. Donc, ça va faire quand même des milliers de personnes qui vont être sur la touche. Donc, ces personnes-là, il faut les aider. Ces personnes-là, il faut vraiment qu'elles se reconvertissent, qu'elles se réinventent, qu'elles retrouvent les ressources en elles pour prendre en fait les jobs qui seront là à ce moment-là. Et donc ensuite, il y a tout un travail d'identification des jobs et des secteurs, mais ça c'est peut-être une autre discussion. Mais ce que je vois, c'est quand même 50% des gens peuvent télétravailler. Donc voilà, si vous étiez dans des secteurs type tourisme, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le tourisme, dans la restauration, c'est compliqué. Donc, ça va pas, en tout cas aux États-Unis, ça ne réouvre pas tout de suite. Et en France, c'est quand même un peu poussif. En tout cas, la saison estivale, c'est pas gagné. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez essayer de faire des choses online. C'est pas forcément évident. Vous pouvez, je connais des restaurants, même des très beaux restaurants, qui ont fait du e-commerce, en fait, qui ont livré. Mais c'est des business models qui sont complètement différents. Je connais des personnes même des personnes qui n'ont plus du tout envie de faire ce qu'elles faisaient avant, en fait. J'ai beaucoup de clients qui ont eu des révélations pendant cette crise et qui disent je veux retrouver du sens. Mais c'est vrai que retrouver du sens, il faut savoir déjà si on peut gagner sa vie avec un métier qui a du sens. J'ai une cliente qui est rentrée en France. Elle a trouvé finalement ce qui lui plaisait, mais ça paye pas les factures. Donc, elle va prendre un boulot. Elle était avocate, par exemple. Elle était avocate. Et peut-être développer des opportunités dans le volontariat, des choses comme ça. Mais il faut aussi faire avec qui on est, avec ce qu'on a, et puis quand même s'adapter à la situation. Donc, on va dire que les clés pour moi, ça va être connaître ses compétences, ses skills, identifier ses qualités et ses forces. Et sur la partie entretien, je dirais juste qu'il faut se préparer. C'est tout simple. C'est se préparer, avoir préparé des questions, être clair sur ses motivations pour le job, s'être renseigné sur la société. Parce que sans préparation, le meilleur profil avec le meilleur CV, il va être recalé. Donc, il faut être professionnel, il faut être ponctuel, il faut prendre soin de son image, il faut aussi prendre soin de son réseau. Le networking aussi est clé dans l'histoire parce qu'on sait que 70% des jobs sont des jobs cachés.
et que souvent les jobs qu'on voit sur LinkedIn, etc., finalement, parfois, il n'y a rien derrière. C'est juste une obligation légale de poster une offre, mais elle est déjà pourvue. Donc, c'est c'est crucial de cultiver son réseau, de le créer, de se fixer, de rencontrer une ou deux personnes nouvelles par semaine. C'était c'est des petits objectifs, mais que ce soit au sein de son entreprise. Et le remote ne va pas empêcher ça. On peut très bien caler un call avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est des fausses barrières. Donc, voilà, il y a des points clés. Mais c'est vrai que s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment, voilà, vraiment ouvrez-vous à votre réseau, aux gens que vous connaissez. Et si vous cherchez un emploi, il faut en parler. Parce que les gens, ils ne peuvent pas deviner. Et ça ne veut pas dire mettre un panneau sur LinkedIn looking for opportunities, parce que voilà, mais il faut demander de l'aide. Parce que c'est comme ça que ça peut venir aussi. Mais alors, est-ce que quelqu'un qui a besoin d'un travail maintenant, parce que comme vous l'avez dit, on a tous des factures à payer à la fin du mois, dans un mois, dans 2 mois, il y en a qui ont une famille à nourrir. Est-ce que vous conseillez de prendre un job temporaire en attendant de trouver la bonne opportunité, ou est-ce que vous conseillez à vos clients de vraiment se concentrer pendant 30, 60 jours sur trouver le job qui va leur correspondre dans cette période-là? C'est une très bonne question, Florent. J'ai eu quelqu'un comme ça. On lui a proposé un job dans la finance, mais plutôt commercial finance. Et son truc, c'est plutôt tout ce qui est conseil en développement durable, qui est aussi un peu mon dada. En fait, je lui ai posé la question. Elle m'a demandé qu'est-ce que t'en penses. Donc, je sais très bien ce que j'en pense, mais c'est pas mes affaires. Donc, je lui ai retourné la question. Et je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu as fait tout ça? Pourquoi est-ce que tu es en train de faire un MBA en développement durable? Pourquoi est-ce que tu as quitté le Brésil pour aller à New York? Et là, elle vient de me dire qu'elle a refusé le job et qu'elle va se consacrer à fond sur son projet mais il faut se le permettre. Donc, j'en parlerai un petit peu après dans la partie reconversion, mais parfois on a le choix et parfois on n'a pas le choix. Donc, quand on n'a pas le choix, qu'on a une famille à nourrir, ben, bien sûr qu'il faut prendre un job pour se nourrir. Mais il faut être vigilant pour garder de l'énergie, pour passer du temps sur ce qui nous plaît vraiment. Pour arriver au bout de 6 mois, 1 an, à avoir une opportunité dans ce job-là. Parce qu'on est trop, et je le vois aux États-Unis, les gens, en fait, ils n'ont pas le temps de faire des révolutions parce ils ont 3 boulots. Parce qu'ils commencent à bosser à 6 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir avec 3 boulots pour nourrir une famille. C'est ça la réalité des États-Unis. Donc, ils n'ont pas le luxe de se plaindre, en fait. Mais c'est vrai que ces personnes-là, j'ai aussi envie de les aider, de leur dire, essayer de garder un tout petit peu de temps tous les jours, toutes les semaines pour vous consacrer à ce qui vous plaît vraiment, parce que ça se cultive, en fait. Et on peut vite se retrouver dans un quotidien alimentaire et ennuyeux et surtout qui pompe de l'énergie. Alors, vous parlez donc de la reconversion. Alors, beaucoup de gens entre 30 et 45 qui sont en milieu de carrière, on va dire, désirent changer d'industrie ou se lancer dans l'aventure d'entrepreneur. Mais enfin, on peut constater quand même qu'il y a quand même pas beaucoup de personnes qui osent ce changement. Est-ce que vous avez une explication? Qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui va tenter l'aventure et celui qui va rêver finalement? C'est une très bonne question, encore une fois, Florent. On en a un peu parlé lors de la préparation de cette conférence. C'est un sujet que j'aborde. J'ai fait plusieurs conférences sur le sujet et j'ai identifié trois facteurs, on va dire, des facteurs clés de réussite pour les personnes qui souhaitent se reconvertir professionnellement, mais aussi entreprendre. Donc, le premier, ça va être le tempérament, ça va être le caractère. Et quand j'entends tempérament, c'est énormément de choses, mais je vais juste pointer un point qui est la tolérance au risque. C'est vraiment se poser la question, est-ce que vous êtes tolérant au risque? Et est-ce que vous prenez une échelle de 1 à 10, 1 étant, je ne suis pas du tout tolérant au risque, et 10 étant, je prends des risques tout le temps. Donnez-vous une note. Est-ce que c'est un 5, un 6, un 7, un 8? Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est bien de vous auto-évaluer. Et puis, une fois que vous avez cette note-là, réfléchir à des situations où vous avez été en situation de risque. Parce que parfois, on se sous-estime. Donc déjà, posez-vous cette question-là parce que forcément, qui dit se reconvertir, qui dit entreprendre, dit prendre des risques.
Et donc, faut le faire. Et je pense que personne n'est totalement tolérant au risque, mais il y a quand même des tendances. Ensuite, je vais pointer la persévérance. C'est un trait de caractère. C'est quelque chose qu'on a souvent, qu'on voit à la naissance. C'est des choses qu'on a, c'est inné. Et la persévérance, ça va être une personne qui est têtue, une personne qui lâche rien, une personne qui a des valeurs très fortes et qui vit en accord avec ces valeurs-là. Pour moi, aura selon moi plus de chances de réussir ce qu'elle entreprend. Parce que c'est très dur d'entreprendre et c'est très dur de se reconvertir. C'est là une réalité, donc il faut quand même le dire. Mais c'est aussi tellement épanouissant et c'est tellement rewarding, comme on dit. Enfin, on reçoit tellement en échange qu'il faut se lancer aussi à un moment et qu'on n'a qu'une vie. Donc voilà, avoir ce. Mais c'est souvent finalement les grands entrepreneurs, c'est des gens qui ont eu des vies très dures. On en a parlé au tout début, ils ont eu des enfants, c'est extrêmement dur, ils ont souvent été battus. Enfin, voilà, malheureusement, c'est une vraie réalité. Il y a très peu de gens qui sont dans des familles heureuses, où ils sont aimés, et en fait, on peut soit être détruit, soit renaître. Donc il y a quand même ça, c'est le tempérament, et on peut, voilà, c'est quelque chose qu'on a en nous. Ensuite, je dirais le deuxième facteur, c'est la motivation. C'est un chemin qui peut être long et parfois un peu fastidieux de changer de carrière, de se reconvertir et de créer son entreprise. On dit, je sais qu'une métrique qui m'avait un peu choquée quand je me suis fait former au coaching ici, on m'avait dit qu'en fait, il fallait 18 mois avant de construire une base client. 18 mois, mais c'est énorme. Et en fait, non, c'est la réalité. Et c'est exactement pareil pour n'importe quel type d'entreprise. Que ce soit coaching, consulting, restaurant, etc., il y a un minimum de 1 an et demi, 2 ans avant de pouvoir faire des bénéfices. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir de quoi tenir et de quoi vivre. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Il faut se motiver, il ne faut pas lâcher. Faut savoir qu'on va se prendre des murs et faut aller les taper encore une fois puis les casser ou alors les détourner, ces murs-là. Mais en tout cas, c'est sûr que ça prend du temps et qu'il faut être très motivé parce que souvent, quand on doit se reconvertir, il faut se former, il faut apprendre un nouveau métier, une nouvelle industrie. Et puis clairement, quand on est entrepreneur, on n'a pas la science infuse. Donc, il faut soit apprendre, soit recruter des gens qui savent mieux que nous, parce que c'est ça la clé aussi d'un bon entrepreneur pour moi, c'est de connaître aussi ses forces et ses faiblesses et pouvoir recruter des gens meilleurs que soi. C'est très important. Donc, voilà, avoir des réserves financières, c'est très important. On en parlait un peu plus avec Vanina tout à l'heure, mais entreprendre aux États-Unis ou se reconvertir aux États-Unis ou vivre aux États-Unis, ça coûte extrêmement cher de vivre ici. Et même en France, il faut quand même se dire moi j'aime bien avoir une métrique, c'est de dire qu'il faut au moins de 6 mois. 6 mois pour payer son loyer et 6 mois pour manger à la base. Et parce que surtout, je me souviens, on en a parlé lors de la préparation, c'est pas l'argent qui fait qu'on réussit. J'avais vu une conférence très inspirante où la personne disait, mais en fait, les entreprises qui réussissent le mieux, on connaît quand même les Facebook, etc. Ils ont commencé dans un garage ou sur un campus, mais parce que ce qui les motivait, c'était pas l'argent. Ils ont réussi à faire bien avec peu de ressources. Et à partir du moment où on fait bien avec peu de ressources, on saura faire bien avec beaucoup de ressources. Donc c'est voilà ce côté scarcity en anglais, enfin savoir bien faire avec peu. Et en dernier, je parle de la planification. Donc, c'est-à-dire avoir un plan de carrière, avoir un plan tout court. J'aide beaucoup mes clients à se projeter et à planifier. C'est ça aussi le coaching, hein, c'est vraiment c'est faire des plans. C'est en tout cas ce que j'aime bien dans ce métier-là. Et j'utilise la technique des objectifs SMART, qui est dit dans les deux langues. Donc, SMART, c'est spécifique, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Et parce que lorsqu'on sait précisément ce que l'on veut accomplir, on réfléchit beaucoup plus stratégiquement à la façon dont on va mobiliser notre temps, notre énergie et nos ressources pour y parvenir. Et pour donner juste un exemple sur ce SMART Goals, quand par exemple notre objectif global c'était de trouver un nouveau boulot ou se reconvertir, je l'ai fait moi-même, mais je me souviens, j'avais commencé par faire une liste de 10 entreprises dans lesquelles j'ai envie de travailler. Donc ça, c'est extrêmement, c'est smart, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est 10 entreprises. Il fallait que je le rende pour la semaine suivante, donc j'avais une semaine pour faire cette liste. J'avais mon tableau Excel, il fallait que j'ai les colonnes qui allaient bien, mais ça, c'était extrêmement concret. Et c'est assez faux parce que quand j'avais fait cette liste-là, je m'étais rendu compte en faisant la liste que c'est absolument pas là où j'avais envie de travailler.
Donc, j'ai complètement shifté pour faire autre chose. Mais c'est vrai que c'est ce que j'indique à tous mes clients qui cherchent un emploi ou tous mes clients qui veulent se reconvertir. C'est où est-ce que vous avez envie de travailler? Faites une liste de toutes les entreprises. Et c'est beaucoup plus concret que juste j'ai envie de me reconvertir ou oui, j'aime bien le secteur de la mode je sais pas, ou de la tech. Mais chez qui tu as envie de travailler? Donc, c'est ce genre de choses que je transmets. Merci beaucoup. Alors, il y a un petit point, vous parlez donc de la tolérance risque que les gens ont, et puis donc aussi de la prise de décision lors d'un changement de carrière ou d'un choix d'un nouvel emploi. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que peut-être, quitter son employeur actuel serait une des solutions afin de vraiment de s'ouvrir à de nouvelles opportunités en France ou à l'étranger, ou bien pour booster sa carrière finalement. Parce que tant qu'on a un emploi, finalement, on est fermé à toute autre proposition, bien meilleure, mais peut-être que ce n'est pas en France, peut-être que c'est aux États-Unis, en Asie, en Australie. Est-ce que pour ceux qui n'arrivent pas à prendre de décision, vous pourrez leur dire peut-être que pour vous, le facteur, ça serait de quitter votre emploi afin d'être au pied du mur? Cette question me parle beaucoup parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas sûre que de moi-même, j'aurais quitté mon emploi. Et la vie a fait que je n'ai pas eu le choix et j'ai dû partir. Et c'était un choix quand même que j'ai fait. Mais je me suis mis dans cette situation de moi-même et j'ai pas moi-même fait madame. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose de très symbolique à quitter son emploi pour partir. Et j'accompagne beaucoup de personnes qui ont fait ça. Mais clairement, je suis tellement heureuse de l'avoir fait en fait. Peu importe comment c'est venu, en fait. Peu importe. C'est pour ça que si vous êtes fait licencier, mais bénissez la personne qui vous a licencié parce que c'est l'opportunité de votre vie de faire quelque chose qui vous correspond. C'est si vous passez les entretiens depuis des semaines et des mois et que vous n'arrivez pas à trouver ce job, mais remerciez les personnes qui vous ont refusé cet emploi parce que c'est pour une raison que vous avez refusé et c'est peut-être parce que c'est à vous de créer votre propre emploi ou c'est à vous de partir et de tenter l'aventure ailleurs. J'en ai entendu mais un nombre incalculable d'histoires comme ça et c'est aussi voir le verre à moitié plein. C'est important en termes d'état d'esprit, c'est ce qu'il faut. C'est peu importe les claques que vous prenez, elles vous apprennent quelque chose et elles vous permettent d'avancer. Donc oui, quitter son entreprise pour tenter l'aventure à l'international, c'est évident qu'en termes d'apprentissage, en termes de rencontres, en termes de skills, de compétences acquises, c'est juste incroyable de vivre à l'étranger. On passe dans un autre monde, littéralement. Je ne sais pas si je pourrais rentrer en France. En fait. C'est parce que ça va être mon pays. Je suis devenue une autre personne en partant. Et je suis devenue qui je suis vraiment. Donc c'est clair que c'est l'expatriation. Ça peut être un formidable tremplin professionnel. Je connais bien les États-Unis, j'ai un peu vécu en Asie. Je dirais quand même que le pays est important. Le pays de destination est quand même important. Par exemple, aux États-Unis, c'est un pays qui encourage énormément l'entrepreneuriat et la prise de risque et qui glorifie l'échec. Donc voilà. Donc c'est opposé à l'état d'esprit en France. Et puis sachant que ça reste un pays qui est un peu trompeur quand on vient de France, parce qu'on a l'impression qu'on les connaît bien, les Américains. Et alors, donc faut quand même faut faire ses homework. Et Vanina, on va en parler après. Il faut quand même savoir où on va et pas s'attendre à un accueil à bras ouverts. Les États-Unis, c'est quand même l'opposé de l'accueil, encore plus aujourd'hui, comme vous l'avez vu avec la fermeture des frontières. Mais il faut vraiment se battre mais du coup, c'est un côté assez excitant, adrénaline. Bah oui, on va rester, on s'accroche. Que sûrement d'autres pays n'ont peut-être pas. Je connais des personnes au Canada, c'est un peu plus simple d'aller au Canada. J'ai des amis qui sont à Singapour. On avait hésité aussi. Hein, nous, ça reste dans notre liste. Canada, Singapour, ça reste des pays où il fait bon vivre et où il est plus simple de vivre.
qu'aux États-Unis, mais pour l'instant, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. En tout cas, voilà, c'est bien d'avoir c'est génial si votre rêve c'est de vivre à New York et vous y arrivez, mais après, sachez que voilà, peu importe le pays où vous vivrez, ça reste une expérience à part entière, l'expatriation. Et que ça reste une autre culture. Donc, décider de tout quitter et de partir à l'étranger, ça reste un choix courageux. Donc, moi, je pense que tous les expatriés, c'est une catégorie de personnes qui sont plutôt courageuses, qui ont décidé de quitter, même si on se fait envoyer par son entreprise, tout frais payé, etc. Ça reste quand même, ça reste un deuil. En fait, c'est quand même quitter quelque chose pour tenter quelque chose d'autre. Donc, ça demande du courage. Et ensuite, voilà, d'expérience, j'ai jamais autant appris et j'ai jamais autant repoussé mes limites depuis que je vis aux États-Unis. Donc, c'est évident que professionnellement, on se parlerait pas, en fait, tout simplement. Là, maintenant, si j'étais pas partie aux États-Unis. Donc, j'ai ma spécificité culturelle. Je reste française, je suis fière d'être française et j'apprends tous les jours dans ce pays-là. Et justement, l'ennui que j'avais quand j'étais en France, je l'ai plus. Je n'en ai pas une seconde. Là, je bosse jour et nuit, mais voilà, c'est une autre histoire. Mais voilà, quand on décide de s'expatrier, c'est une richesse, c'est un apprentissage en continu et on ouvre les yeux. J'ai appris beaucoup de choses depuis que je vis ici. C'est une autre culture, c'est des communautés, c'est aussi des choses qui ne vont pas, hein, bien sûr. Mais voilà, je dirais bien sûr, allez-y si vous voulez tout quitter. C'est un peu le moment ou jamais, hein, peut-être d'ailleurs. Merci beaucoup Marie d'avoir partagé votre expérience et vos conseils. Donc maintenant, on parlait donc de l'expatriation, de l'aventure de l'expatriation et de l'entrepreneuriat à l'étranger. Donc Vanina, qui est coach en expatriation, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences entre entreprendre en France et entreprendre à l'étranger, donc particulièrement donc aux USA? Est-ce qu'il y a vraiment des différences? Alors, je dirais d'abord, je vais reprendre certaines choses que Marie a dit. D'abord, pour venir aux États-Unis, il faut être courageux, il faut être positif, il faut aimer les challenges, il faut se préparer, il faut être persévérant. Il faut déjà décerner ses qualités. C'est très important. Il faut savoir que c'est le pays de la liberté plus que le pays de la sécurité. C'est vraiment une clé qu'il faut comprendre. Et donc, il faut se préparer. Se préparer parce qu'en France, on a l'habitude, on va sortir de sa zone de confort. D'une part, on va sortir de sa zone de confort en termes de métier et en termes d'environnement. Donc, ça demande tout un processus. Donc, je dirais que c'est plus facile et c'est plus difficile à la fois, puisque vous allez rentrer dans un autre pays. Donc, se préparer. En plus, il va falloir évidemment obtenir son visa parce qu'on ne vient pas travailler aux États-Unis comme ça en disant ça y est, je déménage, je viens, tout va bien. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a tout un processus. Il faut obtenir son visa. Alors, il y a plusieurs types de visas, mais en général, pour un entrepreneur, ce sera le visa investisseur. Donc, ça suppose de faire, ce qui est très bien, un business plan, de faire son étude de marché et de réfléchir au préalable où est-ce qu'on va s'implanter. Une personne qui vient s'implanter seule, on va lui demander d'avoir moins de finances qu'une personne qui vient avec toute sa famille. Ça, c'est clair, puisqu'en fait, comme disait Marie, il faut avoir des finances aussi de côté, un cash flow de 6 mois à 1 an que l'on va garder de côté au cas où, et puis pour pouvoir s'installer correctement. Après, il faut déterminer où est-ce qu'on va s'implanter. Tout dépend de l'entreprise, de l'industrie, mais aussi tout dépend de si vous venez seul ou en famille. Si vous êtes une start-up et vous êtes des jeunes et que vous voulez venir dans la baie à San Francisco, oui, allez-y, c'est très bien. Si vous êtes une famille avec des revenus moyens, vous serez peut-être mieux en Floride, où il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Après, si vous aimez pas trop la ville, n'allez pas à New York. Si vous aimez la ville et c'est ce qui vous fait vivre, regardez les opportunités à New York. Les États-Unis, c'est pas un État, c'est plein d'États, c'est 50 États. Chaque État a ses spécificités, chaque État a ses façons de gérer, de gérer non seulement, enfin, de se gérer. Les gens sont différents, les méthodes de travail sont complètement différentes. Donc, il faut comprendre tout ce pays, il faut le comprendre. Et c'est là où un coach devient important parce que nous, on a toute cette connaissance. Quand on croit quand on arrive de France, on se dit on les connaît les Américains, c'est fou. Un Américain, c'est pas un Français c'est pas un Américain. Les deux sont extraordinaires, il y a beaucoup de choses à apprendre dans les deux.
Mais l'un et l'autre n'ont rien à voir. Le français va privilégier la sécurité, l'américain va privilégier la liberté. C'est deux concepts complètement, deux mentalités totalement différentes, ce qui fait que leur vision, leur perception des choses est totalement différente. Donc tout ça, ça demande à se préparer. Une fois qu'on a compris, qu'on s'est fait coacher, qu'on a préparé son business plan, qu'on a pris les personnes pour se faire accompagner, parce que c'est pareil, il va falloir monter sa société, etc. Tout ça, c'est des étapes, c'est tout un process, comme disait Marie. Une fois qu'on a compris tout ce processus, je fais le business plan, je monte ma société, je vois où je vais m'installer, je regarde où je vais installer ma famille, je regarde quelles écoles, je regarde où je vais trouver mon logement. Parce que les écoles vous allez trouver un logement en fonction de votre école. C'est pas comme en France. Enfin, c'est des petits détails, mais c'est des gros détails dans la vie après pour s'installer. Puisque si vous installez pas correctement votre famille, vous n'allez pas pouvoir continuer. Donc tout ça, vous préparez. Après, une fois, vous montez votre société. Et si vous avez ces qualités de persévérance, vous allez réussir. Et en général, vous allez réussir beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que ici, aux États-Unis, en général, vous avez quand même beaucoup moins d'administration en général. Et ensuite, au niveau du marché du travail, c'est extraordinaire. Les gens sont très souples. Donc, vous pouvez les embaucher et les débaucher très rapidement. Mais ça me fait toujours sourire quand on dit ça, c'est vrai. Quand vous embauchez des gens qui ont de la valeur, vous voulez les garder. Donc, vous allez les payer et vous allez les motiver. Donc, il va falloir apprendre à travailler avec les Américains. Il faut les motiver, il faut leur donner du feedback, il faut les remercier. Parce que les bonnes recrues, vous verrez, c'est pas si facile à obtenir. Il faut les garder, il faut les former. Donc tout ça, c'est très important. Par contre, les mauvaises recrues, c'est vrai que vous allez pouvoir leur dire au revoir assez rapidement, très rapidement, puisque le droit du travail est très simplifié. Alors, donc là, on parle donc de la réinvention à l'étranger, à l'expatriation. Donc là, on a vu toutes les étapes par lesquelles nous devons passer avant de s'installer à l'étranger. Donc, ça fait maintenant plus de 10 ans que vous assistez les expatriés d'une manière générale aux États-Unis. Mais si jamais vous devez donner un red flag de personnes qui désiraient s'installer aux États-Unis, mais que vous n'avez pas voulu vous occuper. Quelles sont ces raisons-là? Quelles sont ces red flags? C'est les raisons pour lesquelles vous allez déconseiller à la personne de partir comme ça. C'est une excellente question. Alors, vraiment excellente question. Il y a plusieurs red flags. Il y a des red flags au niveau du tempérament. Si la personne a besoin de sécurité, de savoir que s'il y a un problème, le gouvernement va la prendre en charge, typiquement, il ne faut pas venir aux États-Unis, c'est raté, quoi. Les États-Unis, c'est le pays de l'entrepreneuriat, c'est le pays du challenge, c'est le pays du dépassement, c'est le pays de la reconversion permanente, mais c'est un pays qui vous rétribue beaucoup, Si vous savez vous donner à fond et croire en vous, c'est un pays qui vous donne énormément. Alors, je dirais que la personne qui cherche la sécurité, c'est pas le pays où il faut aller. Deuxièmement, la personne qui vient sans aucun moyen, moi, je déconseille. Je dirais qu'il faut, comme disait Marie, un minimum de cash flow de 6 mois à 1 an, c'est pas grand-chose. Mais ça permet d'abord, de se rassurer personnellement, de se dire demain, j'ai de quoi faire si jamais il y a un coup dur, comme par exemple le Covid. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus s'implanter ici à San Diego. Ils ont ouvert le jour, on fermait les magasins, on fermait les restaurants. Ils ont repris un restaurant. Extraordinaire, ils ont été extraordinaires, ils ont développé dans ce restaurant le secteur catering. Et ils s'en sortent malgré tout. Bon, puis il y a eu le PPP, c'est-à-dire les aides gouvernementales qui les ont aidés, mais ils avaient ce cash flow de sécurité, ce qui leur a permis de se dire, on se concentre sur le business, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'y prendre? Comment on va s'adapter? Il faut être adaptable. Si vous n'êtes pas adaptable, c'est pas la peine de venir ici. Ils ont dit, on va développer tout le catering, ils ont développé tous les services Uber et compagnie. Et ça a marché. Et c'est tout un secteur qu'ils n'avaient pas avant. Maintenant qu'ils sont rouverts, ils vont avoir beaucoup plus de chiffre d'affaires à cause de ce secteur qu'ils ont développé dans une période difficile, très difficile. Ouvrir, au moment où on vous demande de fermer, c'est carrément, c'est presque surréaliste, quoi. Mais ils y sont arrivés. Ils avaient la foi en eux, ils ont voulu, ils ont cherché, ils y sont trouvés. Voilà. Pour venir aux États-Unis, je dirais que les 2 gros moteurs, c'est croire en soi, avoir confiance, être entrepreneur, ne pas chercher la sécurité, chercher la liberté et
et avoir un minimum de cash flow. Voilà. Alors, vous avez, merci beaucoup. Donc, je suis sûr que vous avez déjà plein de success stories de Français qui sont installés aux États-Unis. Quelle est peut-être celle qui vous a marqué le plus en 10 ans? Alors, honnêtement, j'en ai beaucoup qui m'ont marqué. J'ai eu des gendarmes qui sont venus, des restaurateurs. Bon, il y en a un qui est même passé à la télé sur TF1 dans Changer de vie. C'était des gens qui avaient un supermarché en France. Ils se sont dit, on veut plus de ça, on veut changer de vie, on veut donner des nouvelles opportunités à nos enfants. Lui, il était passionné de voiture, il a ouvert son garage et maintenant, ils sont heureux. L'épouse, alors ce que disait Marie, je rejoins, souvent les épouses, l'époux, ça dépend, il y a les deux choses. L'époux va suivre le conjoint qui porte son entreprise et l'époux va se dire, qu'est-ce que je fais? Alors souvent, ils vont aider au départ, mais après, il va falloir se reconvertir, se rechercher. Et c'est vrai que là aussi, ils ont besoin qu'on les soutienne et des coachs comme Marie, on en a besoin également. Mais donc, cette histoire, donc, j'en ai plein, j'en ai une autre. Elle était venue pour suivre son mari. Et le mari a perdu son emploi. Elle me dit, mais moi, je suis tellement heureuse aux États-Unis, je veux rester. Je lui fais, t'as qu'à monter ton business, tu fais ton visa entrepreneur, tu vas rester. Elle faisait du marketing, c'était une directrice marketing en France. Elle me dit, je ne veux plus faire ça, c'est pas ce qui m'intéresse, j'adore la restauration. Je lui fais, on va monter ton restaurant. Donc, on a monté son restaurant et elle a réussi. Et son mari, du coup, a eu son permis de travail grâce à elle et il a repris un job. Et ils sont restés, après, ils ont eu la carte verte. Et en plus, ils ont gagné la carte verte. Tout ça a fait, c'est vraiment une histoire extraordinaire parce qu'à la fin, ils ont gagné la carte verte. Mais grâce à cette transition, à cette façon de s'adapter, et en fait, le mari est venu, c'est lui qui a porté le visa, et au final, c'est son épouse qui a porté le visa. Et après, ils ont gagné la carte verte. Et ça, c'était une des histoires les plus extraordinaires parce que au départ, elle me dit, mais Vanina, je ne vais pas y arriver. Je fais, si, tu vas y arriver. Et on va mettre ça en place. Et on a mis ça en place. C'est génial, c'est génial. Vraiment, merci beaucoup, Marie et Vanina, d'avoir partagé vos expériences. Nous avons quelques questions de la part de notre audience. Je vais en sélectionner 2 ou 3 que je trouve vraiment très bien. Alors, la première, peut-être pour Marie. Jérémy, je m'appelle Jérémy, lycéen à Paris. Afin que je puisse orienter mes études, quels sont les métiers du futur d'après vous? C'est clairement, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, donc ça tombe bien. Et surtout si Jérémy est jeune, c'est le moment, parce qu'il y a en fait, moi, ce que j'ai vu, ce que je vois, de toute façon, c'est pas que moi, hein, ça reste des stats. Aujourd'hui, il y a une liste très claire et très récente, donc je vais vous dire, Jérémy, les 10 jobs les plus demandés en avril 2020 sur LinkedIn. Le premier, c'est Artificial Intelligence Specialist, donc spécialiste en intelligence artificielle. Le deuxième, c'est Robotics Engineer, donc ingénieur en robotique. Le troisième, c'est Data Scientist, donc tout ce qui est data. Ensuite, c'est Full Stack Engineer, je sais pas ce que c'est. Cinquième, c'est Site Reliability Engineer. Ensuite, c'est Customer Success Specialist, Sales Development Representative, Data Engineer et Cyber Security Specialist. Et Behavioral Health Technician. Je ne vais pas le dire parce que voilà, mon accent reste. Voilà, alors, donc c'est assez axé quand même technologie, data, robotique. Et moi, je parle en fait dans ce que je raconte du concept de technologie juste, white technology. En fait, c'est l'idée de tout ce qui est automatisation, c'est pour nous faciliter la vie, clairement. On n'a pas la même vie aujourd'hui il y a 30 ans, mais c'est grâce notamment à la technologie, à la robotique, etc. Donc, il ne faut pas non plus diaboliser tout ça, c'est très bien. Mais ça va quand même remplacer 30% des jobs d'ici 10 ans. 2030. C'est les stats de McKinsey. Donc d'ici 2030, il y a 30% des jobs aux États-Unis, en Chine, qui vont être remplacés par des robots. Donc ça veut dire que si vous êtes remplaçable par un robot, il va falloir réfléchir à soit accompagner ce robot, soit faire quelque chose d'autre que le robot ne peut pas faire.
Donc, vous avez la liste des jobs aujourd'hui. Donc, si vous êtes lycéen, c'est pas forcément tout de suite que vous allez travailler dans quelques années. Formez-vous si ça vous plaît à tout ce qui est voilà, data, automation, intelligence artificielle. Mais aussi, gardez en tête que on remplacera jamais les humains. Donc, si vous êtes bon en vente, allez-y, parce que la vente, vous pourrez en faire partout dans le monde et surtout aux États-Unis. Ils sont très, très, très bons, les Américains. C'est clair que moi, j'étais dans la vente en France, c'est un autre niveau ici. Mais derrière, moi, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de relation client. En fait, tu vends et puis tu passes à autre chose. Alors que voilà, l'approche que j'avais en vente, c'était je vendais et puis ça devenait mes amis, les contacts et on se reparlait 10 ans après. Donc mais clairement, un des skills qui est tout ce qui est vente, communication, capacité d'analyse, ça vous le retrouvez dans la vente et dans les customer success spécialistes. Donc dans tous ceux que j'ai cités, il y en a 2 qui n'ont pas de hard skills, c'est ces 2-là, customer success et sales, mais sinon tout le reste, ça reste quand même que des compétences techniques qui s'apprennent en fait. Parce qu'en fait, on peut tous apprendre. Rien n'est impossible. C'est que des limites et des pensées limitantes. Donc, vous êtes capable, si ça vous plaît, d'apprendre J'ai des amis qui font des robots et c'est génial. Donc, si c'est votre passion, allez-y parce qu'il y a quand même des choses à faire. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Jérémy. Merci Marie. La prochaine question, peut-être, elle sera pour Vanina, Natacha et Quentin. Nous souhaitons venir aux USA en tant qu'investisseurs. Est-ce le bon moment avec le Covid? Quel type de visa peut-on demander et quel timing? Oui, alors ça, c'est une bonne question. C'est une question que j'ai reçue. Alors, il faut savoir que même si pour l'instant, d'ailleurs, les rendez-vous reprennent à l'ambassade, au consulat, pardon, les rendez-vous reprennent et qu'on ne peut pas tout de suite venir aux États-Unis. C'est vrai que c'est un dossier qui se prépare. Comme je disais, c'est comme une licence, il faut au moins 9 mois pour préparer le dossier. Donc, je dirais que oui, c'est le bon moment en termes de timing pour commencer à y penser, à y réfléchir, à choisir donc les bons partenaires, les conseils, à monter son dossier, que ce soit le business plan, choisir l'endroit où on veut se localiser, chercher éventuellement des business à reprendre, des partenaires. Donc, c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment le bon moment. Au niveau des types de visa, on sait que le visa H1B maintenant est difficile. C'était déjà très difficile à obtenir, mais maintenant c'est encore plus difficile. Donc, le visa le plus prôné en ce moment, c'est évidemment le visa investisseur, puisque c'est un visa qui ne serait pas touché, contrairement à d'autres visas. D'abord parce que il y a un traité entre la France et les États-Unis, puis avec beaucoup d'autres États d'ailleurs, la Belgique, la Suisse, enfin bref, il y a un traité. Donc, c'est un visa qui ne sera pas touché. C'est un visa que vous pouvez porter en tant qu'investisseur personnel ou que votre entreprise peut porter pour vous et vous envoyer. Et donc c'est le visa à demander et c'est un visa qui ne demande quand même pas trop de finances, contrairement au visa EB-5 pour lequel on va vous demander plus d'1,5 million de dollars, alors que là, entre 50 et 100 000 dollars, vous pouvez commencer à démarrer quelque chose. Voilà, donc je dirais que le timing est excellent, puisque d'ici 9 mois, on espère bien que les frontières sont réouvertes, même si c'est plus qu'espérons, on est quasiment 99% sûr, enfin, il ne faut jamais dire 100% tant qu'on ne l'a pas fait. Voilà, donc je dirais que le timing est parfaitement raisonnable d'y penser maintenant. Merci Vanina. On arrive à la fin de la conférence donc sur la carrière et la reconversion. Dernière question et petit mot de fin pour toutes les deux. Quel est le conseil que vous pouvez donner à l'audience pour ceux qui cherchent à se reconvertir ou à se réinventer en France ou à l'étranger? Et aussi en tant que coach sur My Private Coach, que pensez-vous de notre plateforme? En toute honnêteté, bien sûr. Je vais laisser Marie en premier, peut-être. Si, oui, ok. Alors, pour répondre à tes 2 points, les conseils, il faut être préparé, ça c'est sûr. Il faut être préparé, il faut avoir des plans, mais il faut quand même être conscient que rien ne se passe comme prévu, souvent dans la vie. Donc, mais le fait de l'avoir préparé, ça crée quelque chose, ça crée une énergie, ça crée un dynamisme qui fait qu'en fait, ensuite, on s'adapte. Donc, il faut être préparé, il faut être ouvert aux opportunités.
il faut accepter de se tromper, il faut accepter de tomber et de réessayer. Et voilà, on a tous appris à marcher. Donc, on est bien tous tombés. Donc, et pourquoi est-ce qu'on a appris à marcher? Parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'il fallait qu'on marche, parce que c'est une question de survie. Donc je sais que beaucoup d'entrepreneurs, c'est un peu une question de survie pour eux. C'est leur raison d'être, c'est leur pourquoi. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils arrivent à ça. Et clairement, ces personnes-là, elles réussissent. Mais elles tombent. Et elles se prennent des murs, mais elles continuent. Il faut croire en vous. Je crois que c'est Vanina que tu disais ça. Donc voilà, c'est vraiment des points clés. Il y a beaucoup de préparation, il y a une grosse connaissance de soi-même, parce que c'est bien de connaître ses faiblesses quand même, parce qu'au moins on sait, c'est normal de se sentir parfois un peu découragé, etc. Mais voilà, on va attendre que ça passe et puis demain sera un autre jour et ça arrivera mieux le lendemain. Donc c'est vraiment ce que je veux faire passer comme message, et surtout aujourd'hui où clairement c'est un moment assez historique, je trouve. On vit une année, on a juste prévu ça, et donc c'est là. On avait beau être préparé à certaines choses, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais clairement c'est le moment de se lancer. Si vous aviez quelque chose en tête depuis des années, en fait faites-le, c'est maintenant. Parce que voilà, vous avez peut-être perdu des proches, vous vous rendez compte de la valeur de la vie, et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous sur votre tombe? C'est peut-être pas ce que vous faites aujourd'hui. Donc faites ce que vous avez envie qu'on dise de vous plus tard. Et ensuite, pour parler sans transition de ma vision un peu du coaching et de l'app, clairement, My Free Head Coach App, je connais l'app depuis quelques mois. C'est un super outil. C'est comme vous dites, c'est pour démocratiser le coaching, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pour faire que les gens aillent mieux. Et à partir du moment où les gens vont mieux, le monde va aller mieux. Donc le coaching, c'est quelque chose que les gens connaissent peu en France, où on a plein de barrières et c'est normal, mais clairement, c'est facile en fait. C'est facile de juste parler à quelqu'un et dire c'est facile et moins facile entre dire à quelqu'un j'ai besoin d'aide, réaliser qu'on a besoin d'aide, c'est la chose la plus difficile, mais on a tous besoin d'être coachés. Et si ce n'est pas pour vous, faites-le pour les autres. Si ce n'est pas pour vous, faites-le pour votre famille. Parce que si vous êtes dans une situation, si vous n'êtes pas bien, c'est les personnes autour de vous qui sont impactées. Donc, faites-le pour les autres. Prenez une session, 2 sessions, 3 sessions de coaching et vous verrez, il y aura des résultats très, très, très rapides. Pour moi, beaucoup plus rapides que d'autres types de thérapies. Parce que le coaching, c'est le positif et c'est aller de l'avant. Donc allez sur My Private Coach et parlez. Merci Marie pour ces mots. Vanina, petit mot de fin. Vos conseils pour les rêveurs des États-Unis ou de l'étranger, et aussi petite opinion en 5 minutes sur My Private Coach. Alors, je dirais que, comme je l'ai déjà dit, Marie l'a souligné, il faut croire en soi, se préparer et être adaptable. Puisque le plan, il faut le faire, mais comme j'expliquais dernièrement avec mes clients, là, il faut s'adapter à toutes les situations parce qu'on ne sait jamais demain qu'est-ce qui peut se passer. Donc, croire en soi, s'adapter et planifier. Voilà, je dirais les 3 choses pour pouvoir réussir, mais que ce soit même ici ou en France, dans n'importe quel changement de vie, il faut faire ça. Il faut quand même se poser, croire en soi, voilà, et s'adapter. Deuxièmement, pour l'app, je l'ai découvert aussi il n'y a pas si longtemps. Je trouve que c'est une app, que c'est quelque chose d'extraordinaire. Personnellement, j'ai été tout de suite enthousiasmée quand je l'ai vue. Donc, je pense que non seulement ça va permettre aux gens de se faire coacher par des gens qui sont très professionnels, ils auront accès à tout un panel de coachs auxquels ils n'auraient pas eu accès. Donc, c'est mieux que de la démocratisation parce que c'est de la démocratisation avec des gens de haute qualité et les gens vont se sentir en confiance. Ça va non seulement les permettre d'aller mieux, mais je dirais plus que ça, c'est d'aller mieux pour aider mieux leur famille, mais aussi mieux travailler et donc mieux gérer aussi les gens au travail. Donc, je dirais que cette plateforme, ça peut être vraiment un outil clé pour tout le monde, que ce soit pour le particulier, pour les entreprises. Je dirais bravo. Voilà. Merci Vanina, merci Marie d'avoir participé à cette conférence, c'était vraiment super. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à nous envoyer un email si jamais vous avez des questions ou si jamais vous voulez revoir le replay. Et n'hésitez surtout pas à télécharger l'application My Private Coach pour retrouver Marie et Vanina sur notre application My Private Coach sur l'App Store ou le Google Play.
Voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde. Merci à toutes les deux encore et je vous souhaite une bonne fin de journée.